Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Yamboulia Dipama et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre grand angle économique. Au Cameroun, plus de 94 milliards de francs CFA représentant 73 dossiers d'infraction relatives au blanchiment de fonds ont été repérés et transmis à la justice au cours de l'année 2016. Le financement du terrorisme est en tête de liste. C'est un reportage de Viviane Baokend, notre correspondante au Cameroun. Plus de 94 milliards de francs CFA représentant 73 dossiers d'infraction relatifs au blanchiment de fonds ont été repérés au Cameroun au cours de l'année 2016, selon l'Agence nationale d'investigation financière. Selon la répartition des infractions, le financement du terrorisme pointe en première place avec 30,14%, soit 40 milliards de francs CFA. Pour les experts, le financement du terrorisme profite des failles du système de régulation du pays. Traqué partout dans le monde, le terrorisme international est en train de chercher des niches où il existe de faibles régulations et où ces transactions fiscales peuvent bien passer. Par exemple, je lisais une fois dans un document de l'ANIF, l'agence d'investigation financière au Cameroun, qu'on trouvait des gens, des simples personnes qui recevaient l'équivalent de 390 millions de francs CFA. Et quand on allait voir vers où cet argent partait, c'était redistribué à des personnes situées non loin de la zone du Boko Haram. Je pense que c'est davantage une sous-location de services par les entités locales. Et puis, on peut avoir l'impression que les chiffres gonflent. Et c'est tout à fait normal parce que c'est un phénomène nouveau chez nous. En amont, de nombreuses réformes ont été prises au niveau de la zone communautaire pour enrayer le phénomène, notamment avec la mise en place des juridictions, à l'instar du GABAC, groupe d'action contre le blanchiment de fonds en Afrique centrale, et la COBAC, commission bancaire d'Afrique centrale. Selon les experts, ce sont les performances de ces dispositions qui contribuent à mettre en œuvre ces circuits de blanchiment de fonds. L'efficacité est avérée au regard des chiffres et des statistiques enregistrées. On constate que le nombre de déclarations de soupçons augmente chaque année. Le nombre de dossiers qui sont transmis à la justice également augmente. Cela suppose que la vigilance, le besoin de transparence sont accrus. En 10 années d'existence, l'Agence d'investigation financière du Cameroun, ANIF, affirme avoir enregistré 486 dossiers faisant état de soupçons confirmés de blanchiment de capitaux pour un montant global de 794,7 milliards de francs CFA. Alors, tout d'abord, Jean-Marie, qu'entend-on par blanchiment de capitaux? Vous allez blanchir les capitaux comment? Dans le monde entier, si vous voulez. C'est la gangrène de la finance internationale, Graziella, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va vous blanchir l'argent de la drogue, on va essayer de rentrer dans l'économie. On va vous blanchir l'argent qui est détourné dans les mêmes États pour, comment dirais-je, pouvoir faire autre chose que la destination première. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cet argent-là, il est en circulation dans une économie et ça contribue aussi, si on sort même de Boko Haram, ça contribue aussi à la déstabilisation de l'économie parce que chaque État doit, c'est-à-dire contrôler la masse monétaire qui circule dans l'économie parce que c'est avec cette masse monétaire-là que l'État peut ajuster les actions qu'il met en place pour rendre la politique économique efficace. Donc vous avez des gens, c'est-à-dire, quand on parle de blanchiment ici, là, il s'agit principalement, peut-être il y a des Camerounais dedans, mais il s'agit principalement de quoi? Des apports extérieurs. Parce que nous le savons tous aujourd'hui, tout le monde le sait, le terrorisme que subissent les pays africains, la plupart du temps, ces actions-là sont guidées à partir des acteurs extérieurs. Les acteurs extérieurs qui visent à une certaine déstabilisation de certains pays. Les gens contestent cette réalité-là. J'ai dit seulement aux gens, essayez de regarder la RDC aujourd'hui. La RDC est déstabilisée pratiquement depuis plus de 20 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que la RDC aujourd'hui détient, c'est-à-dire une des matières premières essentielles au fonctionnement de l'économie mondiale en tant que telle. Vous et moi, Graziella, nous téléphones que nous avons dans nos poches, c'est-à-dire
vous avez les terres rares de la RDC qui contribuent à fabriquer ces téléphones-là pour toutes les compagnies au monde. Donc l'extérieur n'a pas intérêt, les compagnies multinationales n'ont pas intérêt, si vous voulez, à ce qu'il y ait une bonne régulation économique à l'intérieur de ces États-là. Voilà un exemple de blanchiment. En tout cas, en ce qui concerne le financement du terrorisme, et en l'occurrence Boko Haram, hein, on sait que le financement vient principalement de l'extorsion ou alors des demandes de rançon, par exemple pour la libération des otages. Oui, je suis à peu près d'accord avec toi, mais il faut aller avec le phénomène Graziella. Il ne faut pas seulement regarder une partie du phénomène. Quelle est la dynamique d'origine du blanchiment? C'est ce que moi j'essaie, si vous voulez, d'exposer ici, là, dans cette dynamique-là. Bon, que ce soit maintenant des extorsions de fonds, mais allons-y à la base. Ouais. Les armes qui sont utilisées par Boko Haram, l'extorsion de fonds vient après. C'est ça le problème chez nous, c'est qu'il faut toujours regarder la cause et non les effets. Et qu'est-ce qui se passe? Nous concentrons sur les effets, les conséquences, en oubliant là où se trouve la cause. On va me dire aujourd'hui, Boko Haram, c'est-à-dire les extorsions de fonds ne sont pas antérieures par rapport, comment dirais-je, à l'émergence de Boko Haram. Il a bien fallu que les gens puissent financer Boko Haram en amont pour pouvoir avoir les armes et maintenant aller procéder à des extorsions de fonds. Donc, ne nous arrêtons pas uniquement aux extorsions de fonds. Ça, c'est une conséquence. Il y a également les pillages de banques. La création de Boko Haram vient d'où? Mais il n'y a pas autant de pillages de banques chez nous en Afrique. Il n'y a pas autant de pillages que ça. C'est-à-dire, il faut bien regarder l'origine des fonds dont nous sommes en train de parler initialement. Le reste, là, sont les conséquences. Si vous n'avez pas un financeur dès le départ du mouvement, comment est-ce que, si vous voulez, ce mouvement-là, vous allez avoir des extorsions dans un pays? C'est pas possible. Alors, Monsieur Dipama, en dehors du Cameroun, hein, c'est un phénomène, le blanchiment de fonds qui semble prendre de l'ampleur. Est-ce que cela est dû au fait que la répression tarde à se mettre en place? Mais déjà, pour qu'il y ait répression, il faut déjà qu'il y ait un système de contrôle, de régulation, un système conséquent. Et ce système conséquent aussi passe par l'administrateur, enfin, entre les administrés et l'administrateur, donc ça passe par toute cette faille de corruption. C'est parce que le Cameroun, en fait, au-delà donc de Boko Haram et de... Parce que le blanchiment, pour moi, c'est de détourner, en tout cas, la destination finale ou l'origine des fonds par rapport à quelque chose donné. Donc, s'il y a blanchiment, c'est que quelque part, le système de régulation financière est en faille ou en panne. Et ça s'appuie bien évidemment sur ces notions de corruption, d'État faible, de même ceux-là qui sont chargés, en tout cas, de contrôler ou de réguler ces flux qui ne sont pas peut-être motivés, qui n'ont pas une bonne rémunération. Je ne vais pas aller dans l'anecdotique, mais c'est quand même une dynamique au niveau national et puis sous-régional, parce que le Cameroun, quand même, n'est pas en autarcie, le Cameroun n'est pas isolé. Le Cameroun a des frontières bien connues, et ces frontières bien connues, ce sont là où l'administration, où l'État est défaillant, en fait. Donc, c'est ces zones d'installation de Boko Haram, du terrorisme, de l'extrémisme et autres. Ça passe déjà par le renforcement de l'État-nation. On revient encore au sujet précédent, qui est qu'il faut quand même qu'il y ait un État, il faut que l'État soit consolidé, et que si l'État est consolidé, bien évidemment, on arrive bien à mettre en place des systèmes juridictionnels ou en tout cas institutionnels pour pouvoir lutter contre ces flux ou cette régulation de flux. Graziella, moi je veux revenir à la base, c'est-à-dire je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand on parle de Boko Haram et qu'on me parle de blanchiment, je trouve ça antinomique. Tout simplement pourquoi? Parce que l'argent que reçoit Boko Haram, par exemple, tous les mouvements, comment dirais-je, terroristes dans le monde, est destiné à financer la guerre. Alors que le blanchiment économique de l'argent, c'en est complètement autre chose. C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire moi, ce sujet-là me gêne un peu. Parce que vous ne pouvez pas dire que Boko Haram, c'est-à-dire il y a l'argent qui est blanchi par le biais de Boko Haram. Tout simplement pourquoi? Parce que cet argent-là va à l'effort de guerre de ces mouvements sécessionnistes ou terroristes-là. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'entends par le blanchiment économique de l'argent. Ça voudrait dire quoi? Vous allez prendre l'argent de la drogue, vous pouvez prendre des fonds, c'est-à-dire les citoyens du pays peuvent prendre les fonds de ce pays-là, les détourner et maintenant éventuellement les réinjecter dans l'économie, sachant très bien que ces fonds-là appartiennent, si vous voulez, à l'État. Ce sont les impôts. Quand je dis l'État, la notion d'État, quand on en parle aux gens, les gens prennent tout simplement le gouvernement et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis dans une notion beaucoup plus globale
globale de l'État, à savoir quoi? À savoir toute la population. Donc quand on me parle de Boko Haram et qu'on vient me parler de l'argent de blanchiment là-dessus, pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, bon, pour moi, il y a une antinomie là-dessus. Soit vous parlez de blanchiment économique, soit vous parlez des financeurs des mouvements comme Boko Haram qui ont pour objectif de pouvoir déstabiliser les États et peut-être par la suite pouvoir mettre en place par le biais des multinationales, nous le savons aujourd'hui, nous l'avons vécu ici, là en France et tout, par rapport à la Syrie. Donc, il faut bien faire la distinction entre ça. Quand on nous parle de blanchiment, le blanchiment, ça veut dire quoi? Il faut être bien précis là-dessus. On ne peut pas me parler de blanchiment et me parler de Boko Haram, c'est antinomique. En tout cas, dans le reportage, il a été dit que le blanchiment d'argent servait au financement de groupes terroristes. D'accord, dans ce cas-là. De Boko Haram. Alors Jean-Marie, quelle stratégie finalement pour lutter efficacement contre ce fléau, au-delà du renforcement des systèmes de régulation qui a été évoqué par M. Dipama? Vous savez, Graziella, il n'y a pas d'autre moyen que de renforcer les mouvements de régulation financière. Et cette régulation financière-là doit être efficace au sein de toute la zone. Ça voudrait dire quoi? Quand ici, là, on a un sujet qui concerne le Cameroun. On a vu tout à l'heure la responsable, si vous voulez, de cette organisation-là qui parlait pour toute l'Afrique centrale. Et c'est important parce que vous ne pouvez pas avoir la perméabilité des frontières ne peut pas être garantie, c'est-à-dire par chacun des États de manière autonome. Donc, que faut-il faire? Il faut tout simplement mettre en place des collaborations, de la coopération, que ce soit la coopération, comment dirais-je, des instituts financiers entre eux, pour pouvoir tracer les flux de fonds qui sont en circulation à l'intérieur de la zone. Donc, à partir de là, il faut former des spécialistes là-dessus, des spécialistes de la finance internationale. Et quelque part, il faut aussi que les agents extérieurs puissent aider les pays qui se lancent là-dessus parce qu'il n'y a pas que la zone a des frontières avec d'autres États. Donc, si on laisse circuler, si vous voulez, si on permet le blanchiment d'argent, c'est-à-dire dans une zone qui n'appartient pas à la zone concernés, ça voudrait dire quoi? Cette perméabilité frontalière dont je parlais là subsiste en tant que telle. Donc ça voudrait dire quoi? Ça demande une coopération qui est beaucoup plus large. On le voit à l'échelle mondiale aujourd'hui. Quand il faut lutter contre ce blanchiment-là, contre les mouvements terroristes, le mouvement, c'est un mouvement international. Ce n'est pas un mouvement qui est circonscrit à une zone déterminée. On le voit aussi au niveau sous-régional avec le Gabakalizi. Non, je voulais. C'est cette notion de régulation d'instituts ou de autres. C'est parce que on pointe du doigt le Cameroun parce que peut-être quelque part, il y a ce pays. Il y a une avancée. Il y a une avancée par rapport aux autres. Non, je parle de ce qu'on a vu, de l'extrait qu'on a vu par rapport au blanchiment. C'est aussi des flux qui ont été suspectés. Et si ça a été suspecté, c'est que quelque part, il y a une volonté aussi de pouvoir lutter contre cela. Et pour lutter contre cela, bien évidemment, il faudrait se renforcer au niveau sous-régional. Il faudrait se renforcer. Déjà à l'échelle pays et au niveau sous-régional parce que on ne peut vraiment pas vivre en autarcie comme ça. Et puis au niveau international, on a vu des Panama Papers par-ci par-là. Ça veut dire que c'est un problème mondial et qu'il y a quelque part. Voilà, c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est qu'on est dans une dynamique mondiale. Donc il faudrait faire attention pour. Si je regarde les flux bancaires dans le monde entier, je regarde la coopération bancaire au niveau international. La coopération bancaire est très très faible dans nos États africains, donc il convient, comment dirais-je, de la renforcer. J'ai parlé tout à l'heure des spécialistes, des experts de la finance. Et il faut qu'il y ait une volonté de la région globalement. C'est bien, nous sommes en train de parler du Cameroun. Il y a quelque chose à faire au niveau des législations africaines. Il faut qu'elles soient exactement. Il faut que les législations, que nos États acceptent qu'aujourd'hui, la dynamique internationale, là où elle nous conduit, nos États, c'est-à-dire, sont relativement moins performants par rapport à la dynamique internationale. Donc, qu'est-ce qui peut augmenter le niveau de la performance de nos États sur des problématiques comme celle-là? C'est de la coopération régionale. Et cette coopération régionale-là doit être acceptée. Il faut que les États acceptent de pouvoir laisser
une petite partie de leur souveraineté pour pouvoir assurer, comment dirais-je, la stabilité de la zone dans sa globalité et non faire, c'est-à-dire, heureusement en Afrique centrale, la plupart des pays produisent au pétrole et que chacun, c'est-à-dire, campe sur sa position en se disant que oui, comme moi je suis producteur de ceci, de cela, donc je veux garder ma souveraineté intégralement, en oubliant que si on vient déstabiliser votre économie, si vous voulez, votre développement complètement va baisser, votre taux de croissance va baisser, vous allez instaurer de la défiance vis-à-vis des investisseurs internationaux en tant que tels. Donc, cette coopération, la notion de coopération, nous en avons besoin en Afrique aujourd'hui dans tous les domaines afin de favoriser le développement de l'Afrique en tant que telle. Ici, là, nous parlons d'un fléau. Oui, il y a la coopération, enfin, sans vous couper, il y a la coopération. Donc, je prends l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Union monétaire ouest-africaine. Au niveau de l'Afrique centrale aussi, il y a des unions monétaires, mais quelque part qui restent, qui donnent des normes au niveau sous-régional, mais quelque part, je rentrais dans un sujet à polémique. On est en Afrique de l'Ouest sur le CFA et en Afrique centrale sur le CFA. Je ne dis pas que c'est lié à cette notion, mais c'est cette notion de souveraineté, de cette notion d'indépendance. Parce que tous ces pays, quand même, ont quand même leur monnaie, ou en tout cas, ont le CFA en commun, et que quelque part, il n'y a pas d'échange entre la BCAO et la BAC, la BEAC, machin. On est sur le même CFA, mais on n'est pas forcément sur des taux de convertibilité. Je ne peux pas me voyager entre mon CFA du Gabon avec mon CFA au Sénégal. Quelque part, je ne vais pas polémiquer sur la monnaie en tant que telle, mais je renforce l'idée. Je renforce l'idée par rapport à cette coopération entre États et puis une volonté ferme entre ces États-là de pouvoir d'aller sur une même direction. En tout cas, pour le sujet qui nous intéresse, bon, je pense que là-dessus, l'exemple que vous avez pris est déjà bien tout. Voilà. Le fait que vous ne puissiez pas faire des transferts de fonds, c'est-à-dire d'une zone à une autre. Donc ça contribue déjà, si vous voulez, à une certaine lutte contre ce blanchiment-là. Donc c'est pas mal de ce côté-là. Merci Jean-Marie. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.